Zimbabwe, où se trouve notre siège. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui de nous associer avec le bureau du conseiller spécial de l'ONU pour l'Afrique dans l'organisation de ce webinaire. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce sont ces systèmes informatiques conçus pour effectuer des tâches qui auraient traditionnellement nécessité l'intervention humaine. Nous avons différents experts qui vont nous expliquer exactement de quoi il en retourne, qui vont démystifier peut-être le terme d'intelligence artificielle. Le thème d'aujourd'hui est absolument critique. Il arrive à un moment charnière. En effet, les pays africains qui cherchent à accélérer les progrès vers l'ODD et les objectifs du programme 2063, l'IA représente une occasion unique à saisir pour bénéficier au développement durable et instaurer une paix durable sur le continent. D'ici à 2030, les technologies de l'intelligence artificielle auront provoqué une augmentation de 15 000 milliards du produit économique mondial et l'Afrique en représentera 1300 milliards, ce qui est bien plus important que les IDE en Afrique actuellement. Cela représente un tiers du PIB de l'Afrique, qui est actuellement de 3100 milliards en 2023. Ainsi, ce webinaire est une plateforme de choix pour entendre différentes perspectives, des bonnes pratiques, des expériences qui nous montrent comment l'IA pourrait contribuer aux aspirations de l'Afrique en matière de développement, comment combler la fracture numérique et nous assurer que les technologies de l'intelligence artificielle ne se concentrent pas à l'extérieur de notre continent. Je suis sûr que chacun et chacune d'entre nous a déjà utilisé d'une manière ou d'une autre l'IA. Nous avons déjà vu une liste des utilisations potentielles de cette technologie, mais dans tous les cas, nous espérons que grâce aux délibérations et aux débats de ce jour avec nos intervenants, nous identifierons des bonnes pratiques et des défis auxquels sont confrontés les pays africains, et cela nous permettra de formuler des recommandations en vue d'obtenir une approche efficace pour une utilisation responsable de l'IA au bénéfice des ODD et du programme 2063 en Afrique. Avant de présenter nos éminents intervenants, je voudrais simplement évoquer 2 ou 3 points d'intendance. D'abord, ce webinaire se déroule en français, anglais, arabe et portugais. Nous avons l'interprétation simultanée. Vous pouvez choisir la langue de votre choix sur Zoom. Ensuite, nous accueillons volontiers les questions et les commentaires des participants. Veuillez utiliser le chat et adresser vos questions aux intervenants de votre choix. La séance de questions-réponses sera une occasion de répondre à vos questions. Enfin, nos collègues ont envoyé un lien vers la note conceptuelle et le programme de ce webinaire. Vous trouverez ça dans la discussion. Et sur ce, je voudrais présenter brièvement nos intervenants. Je voudrais d'abord vous présenter les excuses de la sous-secrétaire générale, son Excellence Madame Cristina Duarte, qui est dans un avion actuellement, et donc elle ne pouvait pas se joindre à nous. Elle a demandé
à Jean-Paul Adam, son second, d'intervenir pour elle en son nom. Et donc, c'est Monsieur Jean-Paul Adam que je vais introduire dans un premier temps, qui représente donc aujourd'hui Madame Cristina Duarte. Il porte différentes casquettes. Il est également le directeur chargé de la politique, de la surveillance et du plaidoyer au sein de l'OSA. Et c'est lui qui va nous proposer une allocution d'ouverture et de clôture aujourd'hui. Puis nous avons son Excellence Monsieur Pierre Goudiaby Atepa, ancien ministre, président du groupe Atepa et président également du Club des investisseurs sénégalais, un forum donc d'investisseurs de ce pays. Il est très connu sur notre continent et au-delà pour tout le travail qu'il effectue sur l'architecture et l'investissement. Ensuite, nous avons le docteur Mohamed Zakaria Aboudahab, professeur en droit et relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, au Maroc. Nous avons le professeur Basma Makhlouf Chabou, responsable de la filière Master en sciences de l'information et coordinatrice du secteur archivistique au sein de la Geneva School of Business Administration. Nous avons également le docteur Melissa Omino, experte en politique d'intelligence artificielle et en gouvernance des données de l'université Strathmore au Kenya et particulièrement son centre de la propriété intellectuelle de l'information et de la technologie. Et enfin, et pas des moindres, nous avons Joël Nwakaire, professeur agrégé au département d'ingénierie agricole et des bioressources à l'université Nsukka du Nigeria. Il est également chef de projet en intelligence artificielle pour l'agriculture et les systèmes alimentaires au sein d'un think tank établi au Kenya, le Réseau africain d'études sur les politiques technologiques ou ATPS. Vous voyez donc que nous avons un bouquet d'intervenants extrêmement riche. C'est un plaisir d'être ici pour animer ce débat. Et j'ai maintenant le plaisir, sans plus attendre, de donner la parole à Jean-Paul Adam, directeur de la politique de la surveillance et du plaidoyer, et numéro 2 de la sous-secrétaire générale. Monsieur, vous avez la parole pour votre discours d'ouverture. Merci beaucoup, Barassou. Et permettez-moi de suivre votre exemple, de souhaiter à tout le monde très bonne année. Je viens des Seychelles et dans notre pays, on peut le souhaiter jusqu'à la fin de janvier. Alors on profite, on est toujours en janvier. So welcome everyone and good morning and welcome to this webinar on artificial intelligence. Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire sur l'intelligence artificielle. Comme nous l'avons déjà entendu, c'est un plaisir pour moi de vous transmettre les plus chaleureuses félicitations de Cristina Duarte qui n'a pas pu se joindre à nous car elle avait un vol. Je remercie également la CBF, notre co-organisateur, et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette réunion dans le cadre du réseau des think tanks de l'OSA. Le postulat de ce débat est simple. Le statu quo ne permettra pas d'atteindre les ODD. Nous avons besoin de changer radicalement de trajectoire. Ce type de bouleversement, ça présente à la fois des risques et des possibilités. Et l'IA peut être l'un des plus grands accélérateurs pour mettre le turbo sur les ODD. Mais il faut aussi donner aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux investisseurs, aux entrepreneurs, aux citoyens la possibilité de s'assurer que l'IA produise effectivement un développement. Nous ne pouvons faire preuve de complaisance, car cette opportunité comporte également des risques. Le risque de voir l'IA renforcer
encore davantage la nature extractive de l'économie ou encore creuser les écarts de développement. Ainsi, nous devons exploiter l'IA comme un facteur de transformation pour le développement de l'Afrique. Nous pouvons améliorer l'efficacité dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'énergie, de l'agriculture et d'autres secteurs clés et construire des chaînes de valeur durables dans nos pays. Avant de continuer l'examen de cet équilibre entre opportunités et risques, rappelons-nous que l'Afrique n'est pas un désert d'IA. Il se passe déjà beaucoup de choses. Nous notons les recherches importantes menées par le Centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle de Brazzaville, créé avec le soutien de l'ONU. Nous notons aussi les recherches de pointe de différentes universités présentes aujourd'hui, du Kenya, du Maroc, de l'Afrique du Sud et de nombreux autres pays sur le continent, et nous notons les nombreuses façons dont l'intelligence artificielle est déployée pour améliorer les résultats sur le continent en matière de développement. Par exemple, des drones déployés pour surveiller les cultures au Ghana ou pour livrer des médicaments au Rwanda. Je pense aux panneaux solaires repositionnés pour une efficacité maximale en Namibie grâce à l'IA. Nous sommes également encouragés par les exemples du système Nuru en Tanzanie, un système d'alerte précoce. Je voudrais aussi parler de deux expériences personnelles concernant le génie africain en matière d'IA. Avant de rejoindre l'OSA, je faisais partie de la commission économique de l'ONU pour l'Afrique à Addis Abeba. Nous avons organisé un camp de codage de 2 semaines pour des jeunes filles éthiopiennes. En utilisant des logiciels d'IA disponibles, ces jeunes filles ont créé un outil de reconnaissance d'image capable d'être déployé sur le terrain en tant que système d'alerte précoce pour l'arrivée de nuisibles. Et vous voyez donc ce qui se passe quand la technologie est disponible à grande échelle et il y a des capacités. Ça veut dire qu'on peut parvenir à des résultats concrets en matière de développement. Et puis, lorsque j'avais mes différents rôles au sein de l'ONU, j'ai eu le plaisir de rencontrer un innovateur au Mali, Mamadou Goro Sidibé, qui a utilisé la technologie IA de Google pour concevoir un outil de traduction vocale. Ça permet à des milliers de petites entreprises de son pays d'accéder à Internet grâce à la reconnaissance vocale, alors qu'avant, ils en étaient exclus, soit parce qu'ils étaient analphabètes, soit parce qu'Internet n'était pas disponible dans leur dialecte local. Quand on pense à la mosaïque des langues sur notre continent, l'IA est une possibilité de renforcer encore davantage l'unité et la connectivité et de répondre présent pour la zone de libre-échange africaine. Il y a de nombreux exemples qui montrent comment l'innovation africaine répond à des problèmes locaux. Mais ce qui manque, c'est une application systémique de l'IA en tant que levier de développement. Les technologies d'IA pourraient faciliter la réalisation des ODD et la fourniture de services jusqu'ici inaccessibles à la plupart des populations. Ainsi, des services essentiels comme la médecine à distance, les transactions financières, les services sociaux, les services publics, les services administratifs pourraient atteindre les personnes les plus éloignées, les plus vulnérables. L'IA a le potentiel de réaliser notre désir d'inclusivité, en particulier en répondant aux besoins des personnes en situation de handicap. Ça permet de leur fournir des services et de supprimer les obstacles physiques et numériques pour qu'ils vivent leur vie et participent efficacement au développement durable. Et puis, l'IA peut nous fournir un des outils les plus critiques pour remédier aux effets du changement climatique. Il y a l'optimisation de l'utilisation foncière, la réduction du coût de l'adaptation et bien d'autres encore. Mais selon Oxford Insights, les pays africains sont au bas du classement de l'indice de préparation à l'IA. Parmi les pays africains, Maurice, l'Afrique du Sud et les Seychelles sont à la pointe. J'attends avec impatience d'entendre les recommandations de ce jour, mais je nous demande d'écouter les appels à l'action suivants. D'abord, il faut investir dans le renforcement des capacités à tous les niveaux pour qu'on comprenne l'IA et la façon dont elle peut déployer de manière efficace en termes de coûts.
Ça veut dire qu'il faut dialoguer avec tous les niveaux des systèmes d'éducation tout en investir dans les programmes d'éducation publique qui s'adressent à des groupes spécifiques comme les PME. Ensuite, il faut promouvoir activement la disponibilité du capital de start-up pour une utilisation locale de l'IA en vue de répondre aux priorités de développement durable grâce aux banques de développement locales. Troisièmement, il faut élaborer des cadres réglementaires qui améliorent l'accès tout en remédiant aux risques, en particulier en s'appuyant sur le rapport intérimaire de l'organe consultatif de haut niveau sur l'intelligence artificielle créé par le secrétaire général afin de prodiguer des conseils sur une gouvernance de l'IA mondiale, une gouvernance qui permettrait d'utiliser l'IA au bénéfice de l'humanité tout en évitant les risques, les défis et les incertitudes associés à l'adoption de ces services dans le monde. Enfin, il faut adapter les plans de développement nationaux pour identifier les secteurs les plus critiques où on pourrait déployer l'IA. Avant de conclure, je voudrais suggérer que si on s'en sert bien, l'IA peut permettre à l'Afrique de remédier à un grand nombre de ses désavantages structurels. Le rapport phare récent de l'OSA, publié en novembre dernier, a montré 3 paradoxes qui limitent le développement de l'Afrique, mais qui pourraient éventuellement, si on y remédiait, accélérer le développement de l'Afrique et modifier son modèle économique. D'abord, l'Afrique a un paradoxe de financement. Le pays a du mal à obtenir de financement alors qu'il y a 500 à 600 milliards de dollars de ressources non mobilisées qui partent du continent chaque année avec le service de la dette élevé, le prix des transferts, la taxation inefficace et les flux financiers illicites. Or, en cas de déploiement adapté, l'IA pourrait changer le paysage de la mobilisation des ressources internes en nous permettant de mieux assurer le suivi de ces ressources et d'utiliser des outils pour mobiliser les ressources qui ne le sont pas actuellement. Et je pense que Barassou a déjà insisté sur l'importance de ces ressources. Ensuite, il y a un paradoxe énergétique en Afrique. Nous avons certaines des ressources en énergie les plus riches, à la fois les énergies renouvelables et les combustibles fossiles. Nous sommes incapables de fournir un accès fiable et abordable à l'énergie. Jusqu'à 600 millions de personnes sont encore sans électricité fiable. L'IA peut permettre l'optimisation des investissements énergétiques et contribuer à l'élimination de certains obstacles critiques pour les renouvelables, comme l'inefficacité des réseaux, l'intermittence et la planification de l'énergie. Il faut renforcer notre base d'infrastructures, ce qui permettra à la fois à l'IA et à d'autres outils numériques d'être utilisés de manière plus efficace. Troisièmement, l'Afrique a certaines des terres agricoles les plus riches de la planète, mais n'a pas encore été en mesure d'assurer la sécurité alimentaire, notamment en raison de l'importante inefficacité du transport et du stockage de la production agricole. Ces défis pourraient être résolus en partie, au moins, grâce au déploiement judicieux des technologies de l'intelligence artificielle. Enfin, nous devons également nous pencher sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contexte de notre détermination à réaliser la promesse de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale de l'Afrique, qui pourrait faire office de multiplicateur pour le développement. L'utilisation de l'IA pour augmenter et analyser les flux commerciaux pourrait permettre d'accélérer encore sur ce front. Il est question d'opportunités dans un climat toutefois de précaution et j'attends avec impatience à ce titre d'entendre des recommandations politiques relatives à l'utilisation responsable de l'IA en Afrique au service d'un développement durable inclusif, des recommandations qui soient concrètes et prospectives, en assurant en particulier l'autonomisation de la jeunesse et la parité des genres. Je remercie encore une fois le personnel de l'OSA qui a mis au point ce webinaire. Je remercie également tous les autres organes et individus qui ont contribué. Merci beaucoup. Et Barassou, je reviens vers vous. Merci beaucoup de ce discours d'ouverture qui nous incite à l'action. Vous avez couvert de nombreux thèmes, mais ce qui est important à retenir, c'est que effectivement, l'Afrique n'est pas un désert d'intelligence artificielle. Il se passe beaucoup de choses. Il faut simplement passer à l'échelle supérieure sur certains fronts
pour être en mesure d'appuyer l'atteinte de nos objectifs de développement. Merci, monsieur, de ce discours d'ouverture. Je voudrais désormais donner la parole à l'un de nos intervenants, son Excellence Michel Pierre Goudiaby Atepa, qui va partager avec nous ses premières réflexions. Excellence, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je vous reçois là. Merci. Oh, excellent. OK. Je Vous avez la vous parole. souhaite, bien sûr, à tout le monde, comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, les meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. Il nous reste encore 24 heures. Donc, je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé, beaucoup de bonnes choses. Je suis parfois perplexe quand je participe à ce genre de débat. Parce que d'abord, je félicite la secrétaire générale, parce que je pense que dans l'exposé que nous a fait M. Jean-Paul Adam, tout y est. Tout y est. On sait exactement ce qu'il faut faire. La véritable question, c'est pourquoi on ne le fait pas, pourquoi on ne le fera peut-être pas, pourquoi jusqu'à présent ce n'est pas possible. Je voudrais d'abord vous dire qu'une des lacunes, c'est qu'on n'implique pas assez le secteur privé de nos pays dans ce genre d'exercice. Parce que nous sommes des hommes pragmatiques, nous sommes des gens pragmatiques. Je suis entre autres, comme vous l'avez dit, le président du Club des investisseurs. Mais si les Nations Unies souhaitent implémenter des choses, il faut que les Nations Unies s'ouvrent au secteur privé de nos pays. Parce qu'à the end of the day, c'est nous qui devions normalement avoir la responsabilité de régler ces problèmes. Parce que le problème, il est immense. Le sujet, il est immense. Quand aujourd'hui, là, je vous parle de la maison parce que je m'étais trompé d'heure également. Quand j'arrive à la maison et que ma petite fille de 4 ans me prend mon téléphone, va sur YouTube, met la musique qu'elle veut, commence à danser ou chatte avec des gens, comment voulez-vous que cet enfant-là, après avoir fait ça à la maison, qu'elle aille à l'école et qu'on lui apprenne à lire, à écrire ou à faire des devoirs comme moi je le faisais il y a 60 ans? Ça ne peut pas marcher. Vous l'avez dit, Monsieur Adam, il faut changer les fondamentaux. Il faut qu'on revoie les choses de fond en comble. Ce qui se passe actuellement est une révolution extraordinaire. Elle est extraordinaire, cette révolution. Il faut qu'on la prenne au sérieux. Mais pour la prendre au sérieux, il ne faut pas que nous ayons peur d'une révolution dans la manière dont nous traitons les sujets. Il s'agit d'une révolution. Mais la révolution commence d'abord par l'éducation. Vous ne pouvez pas, encore une fois, nous ne pourrons pas gérer cette révolution-là si 99% des membres de nos populations n'ont pas ni l'éducation, ni les outils de l'éducation. Je le disais l'autre jour dans un panel avec la francophonie. Je leur ai dit, votre francophonie, là, moi, je n'y crois pas, mais vous pouvez la transformer. Faisons la francophonie de l'éducation et trouvez-nous 1 million, 2 millions, 3 millions d'ordinateurs pour nos enfants. Tous les jours, moi, j'offre des ordinateurs à des étudiants qui n'ont pas l'outil. Comment voulez-vous que nous puissions accéder aux nouvelles technologies? Je ne parle même pas de l'intelligence artificielle. Avant d'y arriver, prenons d'abord les basics. Nous avons, quand j'étais aux affaires avec le président Ouad, pour prendre cet exemple-là, nous avions initié ce que nous avions appelé les cybervillages, pour que la technologie aille jusqu'au village et vienne du village.
J'étais dans un autre panel où je parlais de ville intelligente parce que dans mon groupe, étant architecte, etc., nous faisons de nouvelles villes, de nouvelles capitales administratives parce que tout doit partir de là. Je dis, mais avant d'arriver aux villes intelligentes, ou alors pour connecter les villes intelligentes à 90% ou à 80% de nos populations, parlons un peu des villages intelligents. Parce que là, on est trop en avance, hein. On parle d'intelligence artificielle, mais pour y accéder, il faut d'abord que les fondamentaux, si je me résume, soient revus et corrigés et adaptés. Peut-être pas corrigés, mais adaptés. Deux, qu'on puisse donner l'outil informatique à tous. Je pense que si les Nations Unies devaient prendre une résolution, parce que vous savez, on est là, on écoute ce qui se passe, on donne 20 milliards de dollars pour faire la guerre, on ne peut pas donner 1 milliard de dollars pour que tous les enfants africains puissent avoir accès à Internet. Tout à l'heure, j'ai eu des problèmes à me connecter. Donc, je voudrais que les Nations Unies, vraiment, soient pragmatiques, un peu plus pragmatiques, en association le secteur privé, nous, vous savez, nous pouvons gagner de l'argent et faire le travail. Mais si vous voulez toujours vous adresser qu'aux politiques, ça va être très difficile. Et c'est là où je remercie les organisateurs de ce panel d'avoir fait l'ouverture et de nous avoir permis de pouvoir au moins échanger avec vous. Je vous remercie. Thank you so much, Je vous Excellence. remercie beaucoup, Excellence. Représentant le secteur privé, vous avez dit que vous êtes très pragmatique, qu'il faut revenir aux éléments de base, aux fondamentaux, bien réussir l'éducation et aussi avoir les outils nécessaires et appropriés. On vous redonnera la parole, Excellence, notamment lorsqu'on parlera du cadre réglementaire, ce qui doit être fait pour avoir de bons fondamentaux, et on peut ainsi utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir les populations de nos pays. Le rôle du secteur privé est important. Les entreprises, le secteur privé doivent être en première ligne. Je vous remercie beaucoup d'avoir été très franc, très pragmatique, très concret concernant la méthode d'approche pour toutes ces questions. Merci beaucoup. Le prochain intervenant, c'est le docteur Mohamed Zakaria, Abu Dhabi. Nous aimerions entendre les points de vue de l'intervenant suivant sur les questions discutées aujourd'hui. Monsieur Abu Dhabi, professeur en droit international, relations internationales. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Excellent. I'm going to use French as tool of communication because Je vais utiliser le français comme outil de communication. Mon anglais n'est pas parfait et donc je vais utiliser la langue de Molière. Monsieur Koudiaby, je crois, m'a un peu raccourci le trajet puisque effectivement, aujourd'hui, il faut abandonner la langue de bois et en même temps aller directement aux questions fondamentales, je dirais même névralgiques. J'étais un peu mal à l'aise et je tenais d'abord à remercier Jainaba Joubarté, qui était mon étudiante il y a plus d'une décennie, c'était en 2007-2008, à la faculté de droit de Rabat et véritablement, elle fait du beau travail à l'ONU et je l'encourage et je la remercie de m'avoir associé à ce webinaire. Et comme le temps est très minuté, il y a 6 heures de différence entre New York et Rabat. Et par ailleurs, je tiens à vous dire aussi que Maroc, on vient de fêter le nouvel an Amazigh. C'était le 13 janvier 2024. Et donc, nous sommes déjà en 2959, si je me trompe. Donc, nous fêtons encore le nouvel an. Alors, effectivement, il y a quelques points fondamentaux, à mon sens, qui devraient être soulevés d'entrée de jeu. Universitaire que je suis, je m'étais posé la question d'abord s'il y a, au niveau surtout africain, puisqu'on parle de l'Afrique, notre continent, une sorte d'épistémologie de l'intelligence artificielle et de façon générale des technologies de l'information et de la communication.
En réalité, ce qui est à craindre, c'est ce déphasage entre un monde extrêmement accéléré, celui des affaires, d'ailleurs, qui a une sorte d'intuition, à mon avis. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai travaillé durant de longues années sur l'Organisation mondiale du commerce. C'était les années 90, début du troisième millénaire, à l'époque où il y avait les négociations de l'euro errante. Et puis en même temps, ces guerres commerciales qui ont structuré les rapports commerciaux, les États-Unis, la CE devenue Union européenne, le Japon, la Corée, et ainsi de suite. Et au final, après la conclusion donc, de ce qu'on appelle les accords de Marrakech, c'était à Marrakech en 1994, il y a eu adoption d'un accord qui s'appelle l'accord sur les technologies de l'information. On avait alors intégré les services dont le corpus juridicum, comme le disent les juristes, au niveau de l'OMC. Nous avions incorporé la propriété intellectuelle ainsi que des accords liés spécifiques sur les technologies de l'information. Et je crois que déjà, ce genre d'inclusion avait annoncé des transformations structurelles qui ont au final impacté des pays, notamment ceux qui, hélas, n'étaient pas en amont de la négociation de ces accords et qui ont plutôt subi ces accords, qui les ont mis quelque part dans des changements qu'ils n'avaient pas du tout introduits. Donc, ce qui fait, à mon sens, aujourd'hui, avec la question de l'intelligence artificielle, moi, j'ai l'impression que nous revivons un nouveau cycle de transformation et que nous, Africains, en général, je ne fais pas de distinction entre l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, de l'Ouest, de l'Est ou l'Afrique centrale. On parle de l'Afrique, on n'a pas le temps de développer des questions de géographie politique, de géographie économique. Mais j'ai l'impression qu'il y a un déphasage, que les disparités se creusent davantage, quand bien même il y a eu, je crois que l'ONU, on a été l'initiatrice des sommets, le premier en date, il me semble, c'était en 2005, sur le sommet mondial sur l'information. Alors aujourd'hui, l'état des lieux est le suivant. Je donne un exemple concret. Au Maroc, nous avons connu, comme tout le monde, la Covid-19 qui nous a forcés à se cloisonner chez nous et à faire du distanciel. Également au niveau de l'enseignement supérieur, nous l'avons vécu. Et croyez-moi, par la suite, quand nous avions fait le bilan, et bien effectivement, comme M. Koudiaby avait soulevé auparavant, c'est que pratiquement 50 jusqu'à 60% d'élèves n'avaient pas de laptop, de moyens de connexion qui leur permettaient de suivre les cours. Et donc, il y avait des problématiques en termes d'abondance scolaire et en termes également de disparité, je dirais également de vulnérabilité, ce qui fait que la Covid-19 était aussi un accélérateur qui nous a un peu réveillés et qui nous met dans cette nouvelle réalité que j'utiliserai au pluriel. Ce sont de nouvelles réalités. Ma crainte, précisément, de ce point de vue en tant qu'universitaire, c'est de voir un monde à plusieurs vitesses. Si vous voulez, je reprends plus ou moins la règle de Pareto. Vilfredo Pareto, c'est un célèbre économiste qui a parlé de la règle 20-80, c'est-à-dire 20, c'est un peu l'élite mondiale qui s'accapare des moyens de technologie de l'information, de communication, l'intelligence artificielle, etc., mais que le reste, malheureusement, n'est pas véritablement au diapason ou ne fonctionne pas au même rythme, précisément. Ce qui fait qu'il y a des questions fondamentales. Et je dirais même fondamentalement que peut-être il y a des préalables, comme on le dit, le bœuf avant la charrue. Il faut, je pense, qu'il y ait un maillage, je dirais, non pas territorial, mais en termes d'infrastructure, afin de permettre tous les pays africains, puisqu'on parle de l'Afrique, de bénéficier d'abord des moyens de connexion et d'être connectés à ces technologies de l'information et d'aller dans le sens de la démocratisation et puis cibler également l'éducation, parce que j'en suis certain, aujourd'hui, certains peut-être parlent d'intelligence artificielle, mais ne savent pas de quoi s'agit-il. De même que parfois, on utilise des expressions de type digital, numérique, analogique, etc., mais on ne sait pas faire la différence. C'est peut-être l'apanage d'une certaine élite un peu savante. Et je voudrais ici ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que le monde du commerce international, pour avoir travaillé pendant longtemps sur des questions de commerce international, a beaucoup d'intuition. Le monde du commerce international voit l'avenir, le futur, les transactions. Et durant ces derniers jours, puisque Madame Jainaba m'a poussé un peu à me mettre dedans, j'ai consulté, j'ai repris un peu mes lectures sur l'OMC, etc. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, on parle des technologies de rupture. Et que ces technologies de rupture, utilisées aussi bien par l'Organisation mondiale du commerce que par l'Organisation mondiale des douanes, traitent non seulement
d'intelligence artificielle, c'est un facilitateur, oui, mais également de la robotique, on parle d'autres choses, on parle également de l'automatisation et ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que le monde des affaires, le commerce international, le know-how, les nanotechnologies, nous poussent vers des univers quelque part, bon, qui sont prometteurs, oui, mais il y a des pesanteurs. Et je voudrais ici vous dire que le potentiel de développement de l'Afrique est considérable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le temps de tout développer. Mais permettez-moi au moins de citer quelques exemples. Ce n'est pas un chauvinisme si je cite le Maroc comme parfois une sorte, non pas de driver, mais on va dire quelqu'un qui essaie un peu de catalyser les 3A, adaptation de l'agriculture africaine. Moi, je crois que la sécurité alimentaire est très importante et on ne peut pas assurer les autres objectifs du développement durable si d'abord on ne réalise pas cet objectif majeur. Et je me souviens, le président Macky Sall, l'année dernière, en pleine crise à la suite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, s'est déplacé en Russie pour faire le plaidoyer de l'Afrique parce qu'il présidait l'Union africaine. Ça d'une part. Donc, c'est une question qui est vitale à mon sens et c'est extrêmement important. Et j'étais, il y a 2 jours, étonné, véritablement étonné. Vous savez, j'étais dans une autre planète virtuellement. Laquelle planète? C'est la Chine. Et c'est la Chine, on utilise des robots pour faire de l'agriculture. C'était incroyable dans les rizicultures. Et je m'étais demandé pourquoi d'abord, au niveau du commerce intrarégional en Asie, on atteint presque les 70%, si je me trompe, alors qu'en Afrique, on ne dépasse même pas les 16%. Donc déjà, nous avons beaucoup de choses à réaliser entre nous au niveau du commerce intrarégional, de la connectivité, des infrastructures, ainsi de suite. Deuxième projet qui est extrêmement important à mon sens, et là où on pourrait voir l'intelligence artificielle également aider, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen, c'est le projet du gazoduc Nigeria-Maroc qui concerne au moins 11 pays de la CEDEAO et qui va s'acheminer vers l'Europe, notamment l'Espagne. Troisième élément aussi important à mon sens, c'est l'optimisation de la façade dite atlantique africaine. Et là, on pourrait parler de sécurité alimentaire et la pêche comme source pour l'assurer. On peut parler de l'énergie, on peut parler du commerce maritime. Vous pouvez développer les calculs pour voir qu'il y a des effets multiplicateurs. Pour résumer, l'essentiel est l'essentiel. La zone de libre-échange continentale africaine est là. Des initiatives de la part des États-Unis, comme AGOA, African Growth, I think, Act, quelque chose comme ça. Sommet Union européenne, Union africaine. Dernier en date, l'Italie également qui se lance dans cette aventure. Sommet Italie, Afrique et ainsi de suite. Or, est-ce que réellement l'Afrique a besoin de ce genre de sommet pour se développer ou bien elle a besoin de empowerment, de s'approprier les ingrédients de son développement? Et je crois, moi je crois en l'intelligence collective, mais il faut commencer par les basiques, l'éducation, la culture, l'encadrement, etc. Et puis l'intelligence artificielle, je crois, pourrait par la suite devenir, comme vous l'avez retenu dans l'intitulé de cette conférence en distanciel, un turbo, donc c'est un accélérateur, c'est un catalyseur. Le temps est en cours et donc j'essaie de respecter les 10 minutes qui m'ont été imparties. J'espère que j'étais clair dans mes propos et je reste ouvert si vous avez des questions à me poser. Voilà, merci. Merci infiniment, prof, vraiment pour cette intervention. Et merci encore d'avoir produit une Djenaba Oui, et tant d'autres. merci. Félicitations pour ça. Merci. Vraiment, pour résumer, il faut vraiment repartir sur les fondamentaux. Et j'ai beaucoup aimé le fait que vous avez demandé qu'il y ait une intelligence collective avant d'aborder l'intelligence artificielle. Donc, on va revenir vers vous, certainement pour d'autres questions. Avec plaisir. Je vais passer à notre prochain intervenant, qui est Prof. Basma Makhlouf Chabou. Prof, we would like to hear your perspective on Madame le professeur, nous aimerions entendre vos points de vue sur les questions à l'examen. Je vous donne la parole pour une intervention d'une dizaine de minutes. Merci beaucoup.
Merci de permettre ma participation à cette réunion. Je me félicite de pouvoir vous présenter quelques idées. J'ai beaucoup de chance car j'ai déjà entendu de nombreuses questions mentionnées, les défis, les difficultés s'agissant de l'Afrique et l'intelligence artificielle, l'IA. Le problème de l'intelligence artificielle, de manière générale, se pose aussi en dehors du continent africain. Et je veux peut-être revenir sur une petite remarque qui m'a particulièrement touchée, c'est l'histoire du périmètre de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est de l'Afrique ou bien en dehors de l'Afrique? Alors, je peux vous dire une chose peut-être I can report on my own experience with the students. Je peux vous présenter mes propres données d'expérience, et notamment en Suisse. Et au cours de chaque réunion, nous recevons des demandes d'inscription pour que nos programmes soient intégrés grâce à l'intelligence artificielle, pour intégrer l'intelligence artificielle dans nos programmes. C'est des demandes qui émanent de l'Afrique. Et nous avons donc un capital considérable avec les ressources humaines. Très, très important, devrait le perdre de vue. Nous avons une jeunesse pétillante, très motivée à intégrer des programmes assez complexes, à entrer en compétition avec des étudiants qui ont eu toujours les facilités et l'accès aux infrastructures et ressources très faciles. Je parle juste, donc je donne l'exemple des ressources bibliographiques, l'accès aux normes ISO, les technologies et les laboratoires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas le perdre de vue. Une capacité intégrée chez les jeunes Africains, un milieu différent, assez exigeant. Je peux vous dire, la sélection, donc dès qu'un étudiant étranger arrive, bah, il va faire ses preuves et de loin beaucoup plus que les autres, à mon avis, d'après ce que je vois, parce que c'est pas son milieu naturel et il y a beaucoup d'exigences qui s'accumulent pour lui. Et ben, ce genre de défi, je trouve que nos jeunes Africains le réussissent très bien. L'innovation, des projets innovants, des idées qu'on n'a pas, donc vues dans les milieux, je dirais, euh, assez confortables côté ressources et laboratoires, et surtout l'idée de créer quelque chose low cost, qui est vraiment assez accessible à tous et à toutes. Ça, c'est quelque chose d'assez pertinent pour euh, donc la capacité des jeunes à avoir vraiment une intégration et donc capacité à s'approprier cette nouvelle tendance technologique. Mais je reviens aussi également à un aspect assez important, c'est que bah, l'intelligence artificielle ne peut pas être discutée ou intégrée dans les milieux africains sans d'abord euh, avoir des prérequis importants. Les prérequis, bah, l'infrastructure évidemment technologique, la connectivité, donc qui n'est pas forcément un élément, c'est pas une constante, c'est une variable. On la trouve pas partout. S'il y a une connectivité, elle n'est pas constante, elle n'est pas stable, ne permet pas de développer ce genre de technologie assez énergivore, qui demande une infrastructure particulièrement performante en termes de calcul, capacité de calcul. C'est quelque chose qui n'est pas forcément un élément qu'on ne trouve pas partout en Afrique. Une connectivité variable, euh, voire absente dans certaines régions. On parle même de villes, hein. Ce n'est pas une question de village. Le milieu aussi développé, disons moderne, dans quelques villes en Afrique, il y a une garantie non plus, forcément pas aussi,
cet accès à cette infrastructure. Donc, il y a également les aspects éthiques. Donc, pourquoi faire l'intelligence artificielle? Pour quel usage? Pour quelle finalité? Et à quel point on peut l'utiliser? Donc, ça fait des discussions interminables au niveau de donc certaines pratiques, au niveau, par exemple, du Canada. On sait très bien que ça a beaucoup dérangé le gouvernement canadien quand ça a été utilisé au niveau de la sélection et le traitement des demandes d'immigration il y a quelques années. De là, on a bien vu qu'il y a quand même une tendance au niveau des gouvernements. On a vu paraître beaucoup de textes qui cadrent les pratiques et les développements des technologies qui fournissent des facilités et des outils utilisant l'intelligence artificielle. Le Canada n'est pas le seul cas. Il y a l'Union européenne qui a donc publié ces guides au niveau des principes éthiques. Il y a les États-Unis qui a eu aussi quelques textes publiés ces dernières années. Et les cas donc continuent donc et les textes sont bien présents au niveau des sites, des institutions gouvernementales ou aussi des compagnies privées. La chose qui nous manque également, et ça, je rejoins complètement mon collègue sénégalais. Donc, effectivement, on a tendance à diaboliser le secteur privé. Je ne sais pas, on a gardé cette tendance à dire non, ben, on fait affaire d'abord avec les États et les gouvernements, puis on regardera. Eh ben, en plus des privés qui sont oubliés, qui ne sont pas considérés comme partenaires, j'ajouterai aussi le partenaire académique. Parce que si on parle d'intelligence artificielle, le développement des nouvelles technologies ne peut pas aller plus loin sans ces deux partenaires clés. L'académie qui va faire le recherche et développement et le privé qui va produire l'idée, le pilote et le commercialiser pour que ça soit utilisable et démocratisé. Donc, des parties prenantes qui doivent être intégrées dans ce débat et les actions ne peuvent pas être activées, voire définies ou identifiées sans l'intégration effective de ces parties prenantes. La question aussi que j'aimerais amener ici à ce débat, c'est un peu aussi le problème des paradigmes et des approches qu'on utilise et qu'on continue à utiliser encore dans les universités maintenant. Jusqu'à il y a quelques semaines, on a encore le débat intense, je dirais même conflictuel, sur l'utilisation de ChatGPT dans les travaux et dans les cursus académiques. Il y a certains et certaines de nos collègues, encore là, aujourd'hui, en 2024, qui pensent que ChatGPT, si utilisé, il sera un cas de plagiat avéré et puis on sera embêté à l'accepter. Je dis, bah, honnêtement, l'étudiant d'aujourd'hui, il est formé pour pratiquer demain dans un poste et dans une activité professionnelle. Dans cette activité ou ce milieu professionnel, il aura ses facilités. Il aura ChatGPT qui va être dépassé déjà avec d'autres choses beaucoup plus performantes. Et il aura cette facilité, il aura cette aide. Pourquoi on va fixer cette idée de le priver, de l'utiliser maintenant et l'accompagner pour le guider et l'encadrer et l'orienter vers la bonne utilisation de ces facilités et ces outils? Donc, il y a beaucoup de travail. Moi, je ne dirais pas changement. Il va falloir vraiment oser une révolution. Donc, un changement radical. Et ce n'est pas simplement une déviation ou un développement modéré. Donc, il y a vraiment une réflexion de fond à faire qui va toucher aussi bien le domaine académique, les approches et la perception de l'enseignement. Est-ce que je vise donc l'objectif
de apprendre à l'étudiant donc une matière, un contenu, il va l'apprendre par cœur et le livrer le jour de l'examen, ou je l'aide à voir comment exploiter un outil et des facilités à ses dispositions pour réaliser quelque chose. Et c'est là la valeur ajoutée plutôt, je pense, il n'y a aucun doute. Alors, donc, j'ai tenté un peu de réagir. Je vous avoue que j'ai quelques slides encore, mais alors, si souhaité, je peux partager quelques projets innovants qui ont été réalisés donc dans le domaine de l'IA, dans Oui, pour notre deux domaine. minutes, si c'est possible. Oui, alors je peux. Oui, allez-y, pour 2 minutes. Merci. 2 minutes, je fais la course. Alors, si je suis autorisée à partager, je devrais y arriver. Est-ce que je suis autorisée à partager? Our IT colleagues, is she allowed to share? Nos collègues informaticiens vont nous indiquer si l'intervenante peut présenter son exposé. Bon, si c'est pas possible, je pense que vous C'est pas pouvez possible. partager Alors, l'idée. je peux dire, Voilà. exactement, je peux dire Ouais. 2 mots sur 2 ou 3 projets innovants qui sont vraiment, qui ont marqué un peu notre domaine, le domaine de la gestion des données et des archives. C'est un domaine assez transversal qui touche un peu tous les secteurs. Il n'y a pas de commerce sans la bonne donnée avec la qualité souhaitée, c'est-à-dire la ponctualité, l'authenticité et donc l'exactitude, par exemple. Et un récent projet sur l'applicabilité de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'information a été lancé avec 2 initiateurs, qui est le projet Interpares, euh, financé par l'Université de la Colombie-Britannique. Un deuxième beau projet qui se focalise sur l'Afrique, qui a étudié la traduction intelligente des langues africaines et qui a réussi à faire la traduction instantanée très performante de plus de 500 langues africaines. Et c'est quelque chose d'assez hallucinant. Ils ont même dépassé la performance de Google à ce niveau. Un autre exemple, c'est le chat GPT en arabe. Et ça aussi était intéressant de voir. Ça a été réalisé par des jeunes, entre autres africains, algériens. Il y a aussi des collègues égyptiens qui étaient dans ce groupe. Et c'est magnifique d'entendre et de voir cette suite et cette inscription, donc et cet engagement dans ce trend. Je ne peux pas finir sans dire un tout petit peu, un petit quelque chose sur le Conseil international, sur les archives, qui a beaucoup aussi travaillé sur ces questions-là. Et avec le programme pour l'Afrique, évidemment, c'est un axe qu'on est en train de développer avec beaucoup de motivation. Voilà, merci. Thank you very much, Prof. Really appreciate that presentation. Merci beaucoup, madame. Nous apprécions grandement votre intervention qui est dans le droit fil de celle des autres intervenants. Il faut avoir les bases. Vous avez également insisté sur le dynamisme de la jeunesse africaine, des innovateurs qui travaillent beaucoup dans ce domaine. Vous avez donné l'exemple de ChatGPT en arabe, mais aussi des services de traduction intelligente qui prennent en charge, vous nous l'avez dit, plus de 500 langues africaines. C'est un travail extraordinaire. Dans ma présentation des intervenants, je pense que j'ai oublié une personne importante, Maktar Seck,
de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique et du Centre régional africain sur l'intelligence artificielle, le premier centre de recherche à ce sujet en Afrique de l'Est. Et je pense que ce serait une bonne chose de donner la parole à Monsieur Seck. Monsieur Seck, êtes-vous parmi nous? Oui, merci. Est-ce que vous pouvez partager avec nous vos réflexions? Nous sommes un petit peu en retard, mais nous voulons tout de même entendre votre son de cloche. Merci beaucoup. Je passe au français puisque beaucoup de personnes ont parlé français. Et tous les orateurs précédents ont abordé l'importance de l'intelligence artificielle en Afrique, mais aussi les enjeux réels qui font face à un bon usage de cette intelligence artificielle afin que l'Afrique puisse en tirer profit. Je salue au passage notre doyen, le professeur Goudiaby. Et disons que l'intelligence artificielle, on est tous convaincus que ça peut apporter un développement socio-économique du monde et de l'Afrique. Parce que selon certaines estimations, comme McKinsey, il nous indique que d'ici 2030, cette intelligence artificielle va générer 15 700 milliards de dollars à l'économie mondiale. Et la part de l'Afrique sera de 1200 milliards, qui représente une augmentation de 5,6% du PIB de l'Afrique en 2030. Mais pour cela, il faut des prérequis. Je pense que tous les orateurs l'ont mentionné. Il nous faut former une masse critique de gens qui puissent utiliser cette technologie, cette intelligence artificielle, développer des applications. Il y a beaucoup d'applications que Jean-Paul a mentionné tantôt dans sa présentation, et Madame aussi a présenté ça, a mentionné dans sa présentation, parce qu'on a un avantage comparatif extrêmement important au niveau de l'Afrique, sachant que 70% de nos jeunes, de la population africaine en 2050 aura moins de 35 ans. Et cette population jeune représentera 41% de la population mondiale des jeunes. C'est un atout, mais il faudra former ces jeunes. Et le problème qui se pose actuellement, il y a beaucoup de défis au niveau de l'accès à l'éducation. Si on sait que 44% des 244 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école habitent en Afrique. Et 90% des jeunes en mesure d'aller à l'école n'ont pas accès à Internet. Donc, il faudra qu'on mette en place les infrastructures nécessaires. Quand on parle de connectivité, seulement 37% de notre population a accès à Internet. Comment il faut faire pour connecter le reste? Et même parmi les connectés, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la connexion? Et notre monde rural aussi est très mal connecté avec 20%. Donc, il y a un défi sur l'infrastructure, un défi sur les capacités building, un défi sur les politiques, parce que l'intelligence artificielle vient avec ses fléaux aussi. Il y a de bonnes choses et il y a de mauvaises choses, surtout quand on parle de générative AI. Donc, il y a les questions d'éthique qui se posent, les questions d'usage. Et on fait face à plusieurs fléaux négatifs de l'utilisation et de l'impact de AI au niveau de la société. Et pour cela, c'est dans ce cas-là que la Commission africaine, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, en partenariat avec le gouvernement du Congo, ont lancé, il y a 2 ans, la construction du Centre africain sur l'intelligence artificielle qui est basé à Brazzaville, Congo. Et ce centre offre plusieurs opportunités aux élites africaines, aux jeunes africains et aussi au secteur privé. Il faut rappeler que le rôle du secteur privé est très important parce que l'Afrique ne peut pas se développer sans le secteur privé. C'est le secteur privé qui doit mettre en place les infrastructures. C'est le secteur privé à qui on doit discuter pour voir quel est le meilleur curriculum nécessaire pour que les gens qui se forment après puissent s'insérer dans les créneaux utiles pour le continent. Donc, on doit associer les secteurs privés
dans toutes les discussions qui concernent l'avenir de l'Afrique et le gouvernement doit jouer un rôle facilitateur pour que ces secteurs privés puissent investir dans le développement des infrastructures, dans les capacités building afin que l'Afrique soit présente dans la quatrième révolution industrielle. Et ce centre répond parfaitement à ces objectifs de développement de l'Afrique parce qu'il y a un volet développement des jeunes talents. Donc, initiation des jeunes startups, des jeunes enfants africains aux outils de l'intelligence artificielle. Le renforcement des capacités du secteur privé en matière d'intelligence artificielle, comment ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle dans plusieurs de leurs activités. On parle de Smart City au niveau des plans architecturaux, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle. Et je pense que le professeur Goudiaby connaît bien cela. Donc, on peut l'utiliser dans la finance, dans le secteur industriel, comment utiliser ça pour les changements climatiques. Donc, tout ça, c'est des cours qui sont dispensés au niveau du centre. Et pour le gouvernement aussi, il y a des cours orientés politiques. Comment comprendre mieux l'intelligence artificielle, comment ces intelligences artificielles puissent influer les politiques publiques de développement, comment pour arriver à une meilleure compréhension de cette intelligence artificielle. Et aussi les parlementaires, parce que c'est les parlementaires qui sont appelés à mettre en place les lois. Il faut qu'ils comprennent bien ce qu'est cette technologie, à quoi cette technologie peut aider l'Afrique et quelles sont aussi les mises en garde qu'il faut prendre pour le développement de ces technologies. Et il faut saluer aussi l'engagement du gouvernement du Congo. Récemment, bon, les cours ont commencé, les activités ont commencé, mais au début de cette année, le président de la République du Congo a mis en place un fonds de 10 millions d'euros pour extendre les activités du centre en créant ce qu'on appelle un village du centre artificiel d'intelligence où il y aura le secteur privé présent, il y aura des jeunes startups, il y aura des multinationales. Tout ça vont travailler ensemble pour le développement de l'intelligence artificielle en Afrique. Et c'est ce résumé que je voulais faire, sachant qu'il faudra bien qu'on s'appesantisse sur ce qui est très important, mettre en place les infrastructures, c'est capital, former les ressources humaines nécessaires, capital, impliquer le secteur privé dans tous les politiques, stratégies et développement et faciliter aussi leur implication dans le développement du secteur. Et 4, mettre en place le cadre réglementaire nécessaire et aussi une politique d'information et de sensibilisation envers tout un ensemble de la population sur les questions liées à cette intelligence artificielle et bien sûr ne pas oublier les questions de sécurité, la cybersécurité nécessaire pour protéger les citoyens, protéger tous les utilisateurs de ces réseaux parce que maintenant l'intelligence artificielle est devenue un phénomène mondial. Même la guerre, on utilise l'intelligence artificielle. Vous voyez ce qui se passe avec les drones en Ukraine et ça va continuer. Donc, on est dans une générative AI. On est en train de développer des choses que nous ne maîtrisons pas. Et c'est là où le problème se pose actuellement. Quand on parle de générative AI, on a développé beaucoup d'applications, beaucoup de robots, et cela va au-delà de l'imagination humaine, et on a besoin d'un cadre réglementaire. Et le problème, c'est de mettre en place ce cadre réglementaire parce que nous ne maîtrisons pas tout ce qui peut se passer au niveau de l'AI. Quand je dis nous, ce n'est pas seulement l'Afrique, mais c'est l'ensemble du monde. Les pays développés, le Japon, les États-Unis, la Russie, l'Europe, l'Afrique, tous ces pays-là ne maîtrisent pas les questions liées à la réglementation de l'intelligence artificielle et c'est très dangereux pour le devenir de l'humanité. C'est pourquoi il faut vraiment que l'Afrique s'y mette, qu'on commence la réflexion en impliquant tous les acteurs et c'est pourquoi je salue ce genre de débat. Ça permet d'écouter les uns et les autres et d'échanger sur le développement de l'Afrique. Merci beaucoup et merci à Jean-Paul et son équipe pour son invitation et merci aussi, monsieur le modérateur. Merci. Thank you so much, Mr. Sek from UNECA. I think this intervention was very. Un grand merci, Monsieur Sek de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique. C'est une excellente chose que le continent dispose de ce centre qui propose un véritable appui avec des cours,
mais aussi la sensibilisation. Je suis sûr qu'il y aura des questions à votre intention, Monsieur Sec, quant à la façon dont on peut aider les pays à mettre en place ce cadre réglementaire. Nous sommes tous, nous vivons tous ce nouvel horizon de la connaissance ensemble et nous allons y revenir. Mais en attendant, je voudrais présenter notre prochaine intervenante, Madame Melissa Omino. Merci beaucoup de votre patience. Vous avez la parole. Merci. Ça ne me dérange pas d'attendre, comme vous le dites, puisque c'est un débat très intéressant et c'est un privilège et un honneur d'entendre tous ceux qui m'ont précédé. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette discussion. Je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été évoqué plus tôt concernant l'Afrique et le classement bas des pays africains quant à l'indice de préparation de l'IA. Désolé également d'intervenir en anglais alors que tous les autres l'ont fait en français. J'espère que vous saurez me pardonner. Si on pense à la façon dont on peut utiliser l'IA pour faciliter l'atteinte des ODD, je voudrais vraiment me concentrer sur cet indice de préparation et sur les 3 raisons évoquées qui expliquent le faible classement de l'Afrique. Il y a d'abord l'absence d'initiative des pouvoirs publics, ensuite un déficit de compétences et surtout l'indisponibilité de données de qualité. Et je voudrais me concentrer là-dessus dans le contexte de l'IA en Afrique, puisque c'est l'objectif de notre centre. Nous nous penchons sur l'IA avec une perspective africaine et une perspective de droit de la personne, et on cherche à dessiner les contours de l'écosystème africain en matière d'IA et de la façon dont il peut encourager l'innovation. Quand on pense aux données de qualité, il est impératif de comprendre que l'intelligence artificielle ne peut fonctionner sans données. Les données et l'IA fonctionnent main dans la main. Et donc, il manque des données de qualité sur le continent africain. Et ça, c'est une conversation intéressante avec les développeurs locaux africains. Pour moi, quand on parle du secteur privé, je pense effectivement aux développeurs africains locaux qui font partie du secteur privé et pas uniquement les grandes entreprises technologiques. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que oui, il existe un déficit de données africaines, locales. Donc, je me félicite d'entendre ce qu'a dit notre collègue sur les langues, avec également le traitement naturel du langage. Mais c'est un domaine dans lequel il existe un vrai manque de datasets en Afrique. Nous savons que ChatGPT obtient des données sur Internet. On sait ça grâce à ce conflit juridique entre OpenAI et le New York Times. La question c'est, il y a combien d'articles africains? Ce que je veux dire, c'est combien y a-t-il d'articles africains dans des langues africaines sur Internet? Il y en a très peu et je le sais de mon expérience personnelle, car je travaille avec une fondation qui est un groupe de développeurs africains. Ils tentaient de travailler donc sur le traitement naturel de langage avec les développeurs. Ils ne trouvaient pas assez de langues locales en ligne. Et ils ont rencontré les mêmes problèmes que OpenAI pour obtenir des données. C'est un exemple donc de certains datasets qui ne peuvent être utilisés et l'ensemble de données, le dataset JW300 qui est en langue africaine ne peut être utilisé. Pourquoi? Eh bien parce que les droits d'auteur appartiennent à une entreprise américaine et non en Afrique. Vous pouvez chercher ça sur Google si vous voulez plus d'informations. Et ça, c'est un indicateur de ce qui se passe en Afrique. Deuxième indicateur, des développeurs africains ont décidé de collecter les données eux-mêmes. Ils vont sur le terrain, ils obtiennent des données vocales, des données linguistiques. Mais il y a aussi un déficit de financement ou de capital
pour recueillir ces données. Qu'est-ce qui se passe donc? Bien normalement, ça tombe dans le domaine de la recherche. Des développeurs africains locaux sont financés pour recueillir ces données. Et donc, chacun détermine son prix. Or, il faut que ces données soient ouvertes. Donc, les données ouvertes, en soi, ça a l'air tout à fait positif. C'est tout à fait louable d'avoir des données ouvertes à l'accès de tout le monde dans le monde. Mais si les développeurs africains reçoivent des financements pour recueillir des langues locales et en faire des données ouvertes, est-ce qu'ils ne s'excluent pas de la compétition, de la concurrence avec d'autres développeurs? Puisque si ces données sont ouvertes, ça veut dire que les grandes entreprises technologiques peuvent y accéder et donc exclure les développeurs africains locaux de ces solutions. Ça, c'est un problème, parce qu'il y a un vrai déficit donc de contexte local dans la solution qui sera produite. Actuellement, les algorithmes sont faits par l'homme. On n'en est pas encore à l'état où les algorithmes peuvent se produire eux-mêmes, et donc il y a des biais. Et donc si quelqu'un en dehors du contexte africain crée des solutions pour l'Afrique, eh bien, il y aura des biais dans cet algorithme. La solution pour l'Afrique, ce ne sera pas une solution parfaite. Et peut-être que ça ne correspondra même pas aux impératifs du continent. Donc ce que les développeurs nous disent, c'est qu'ils sont tout à fait disposés à collecter et à partager les données, mais ils voudraient changer la façon dont ils partagent ces données. La recommandation donc, c'est qu'il faut un régime de partage de données propre à l'IA et aux algorithmes sur le continent africain qui permettent aux Africains de partager avec les Africains sans les exclure de l'innovation, puisque ça leur donne accès ça donne accès à ces données à des gens qui sont déjà bien en avance sur eux. On pourrait s'inspirer de ce qu'ont fait les Maoris en Nouvelle-Zélande. Ils ont une licence unique pour tout ce qui a trait aux aspects de la culture maori. Ce que cela veut dire, c'est que vous ne pouvez pas posséder des données sur les Maoris, vous pouvez uniquement en disposer en prêt, et vous devez prendre des précautions pour ne pas faire de mal à la communauté maori et protéger la culture maori dans le cadre de l'utilisation de cette donnée. Ça, c'est un exemple de licence ouverte avec restriction. Mais ça, ce n'est qu'une communauté parmi d'autres qui n'est pas tout à fait proche de nous. En Afrique, il y a tellement de tribus, tellement d'aspects culturels. Mais nous avons une organisation, l'Union africaine, qui peut nous aider au moins à élaborer une stratégie continentale pour le partage de données, une stratégie qui permettra la collecte de données et ainsi nous permettra de progresser sur l'indice de préparation à l'IA. L'UA travaille à l'élaboration d'une stratégie continentale, je ne sais pas où ça en est, je sais juste que ça existe, mais peut-être que on pourrait vraiment réfléchir aux données et à la façon dont on les traite. L'ONU est un autre organe qui peut nous aider à consolider la perspective du continent africain sur les données et l'accès aux données, notamment pour les algorithmes. Cela peut s'aligner sur ce que l'on appelle l'IA responsable et éthique. Ça pourrait avoir une incidence sur les datasets utilisés, sur la façon dont ils sont utilisés et sur les avantages du partage pour la communauté qui fournit les données. Je n'aime pas qu'on me dise que les données sont le nouveau pétrole. Le pétrole est une ressource qui existe grâce à Dieu ou ce à quoi vous croyez, alors que les données sont produites et collectées de manière intentionnelle. Elles ne sont pas produites en vase clos. On peut tracer leur origine. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui, comme nous, prêtent leurs données au secteur privé pour proposer des solutions? Est-ce qu'on est simplement des producteurs de données ou est-ce qu'il devrait y avoir une forme de rémunération, d'indemnisation, notamment si vous venez, par exemple, d'une toute petite communauté culturelle en Afrique? Par exemple, les Maasai ou les Khoisan.
est-ce qu'il ne faudrait pas avoir quand même des avantages de ce type de données? Si on utilise leur langue et leur culture, il faut absolument qu'ils en bénéficient. Si vous réfléchissez à la fourniture des services publics, ce sont des services qui peuvent jouer un rôle crucial dans l'atteinte des ODD, et notamment l'élimination de la pauvreté. Désormais, ces services évoluent pour devenir des services numériques, ce n'est plus des services analogiques. Et donc, pour que ces services soient accessibles et inclusifs, il faut qu'ils soient fournis dans les langues des citoyens africains. On a entendu parler du déficit d'infrastructure, des problèmes d'accès à Internet, mais il y a aussi l'accessibilité linguistique. Un exemple au Kenya, le chatbot qui a été lancé vendredi dernier par la Commission de protection des données. Ça permet aux citoyens kenyans d'accéder au bureau de protection des données pour apprendre leurs droits en la matière, mais aussi pour formuler des plaintes. Et si vous êtes une petite entreprise et vous voulez assurer votre conformité, vous pouvez utiliser ce chatbot pour comprendre vos obligations, vos modalités d'inscription, etc. C'est un chatbot disponible en 3 langues, en anglais, en Kiswahili, qui est notre langue nationale, et aussi en Sheng. Le Sheng, c'est la version du Kiswahili que les jeunes de Nairobi parlent. C'est un petit peu la langue des jeunes cool. Et vous pouvez accéder à ce chatbot en Sheng. Pourquoi? Parce que les innovateurs d'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui parlent cette langue. Mais pour ce faire, ils ont dû aller collecter des données auprès des communautés. Et donc, ça a été collecté par des données par des innovateurs locaux. Et donc, ils s'étaient déjà demandé comment indemniser, comment assurer une compensation pour cette communauté. C'est une discussion qui se poursuit encore. Ils font aussi en sorte d'utiliser un algorithme responsable dans la façon dont il obtient des données auprès de la commission. Il ne s'approvisionne pas en données à grande échelle sur Internet, donc il n'hallucine pas. Et c'est un exemple qui montre comment on peut utiliser les données au bénéfice des ODD et utiliser les données différemment au service de l'accessibilité et en impliquant les communautés. J'espère ne pas avoir dépassé le temps qui m'était imparti, mais c'était les éléments que je voulais évoquer. Je vous remercie. Un grand merci, madame. On en revient aux bases. Les données contribuent à tout ce qu'on fait et je pense que la question des données concerne tous les secteurs. Merci encore de vous être penché sur cet élément stratégique si important. Enfin, mais pas des moindres, nous avons Joël Nwakaire de l'ATPS qui se trouve au Kenya. Monsieur, vous avez la parole. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais nous voulons tout de même entendre votre perspective avant de passer à la session de questions-réponses. Nous avons des questions dans le chat. Merci. Monsieur Nwakaire, vous avez la parole. Vous êtes avec nous? Oui. Je remercie tous les intervenants. Je suis très heureux d'être ici. C'est un vrai privilège pour moi. Cela fait 24 mois que la TPS participe à des projets L'IA s'applique dans différents domaines, dont l'agriculture, ce qui est
le centre névralgique de notre activité. Tout le monde cherche à améliorer la disponibilité des ressources alimentaires. Et puis, en termes de pauvreté, nous voulons que l'agriculture soit une source de réduction de la pauvreté. La TPS est un réseau de think tanks. Nous voulons contribuer au développement de politiques et de réglementations adaptées pour l'utilisation de l'IA. Nous sommes dans différents pays. Nous remercions le directeur exécutif de la TPS, le professeur Nicolas Sozo, qui a mené cette initiative. C'est un privilège pour moi de faire partie de cette équipe. Je viens de l'ouest du Nigeria et ma passion, c'est d'alimenter le développement de l'Afrique. Le débat va se centrer sur les initiatives afrocentriques, avec une approche de décolonisation, comme ce qu'évoquait notre collègue qui m'a précédé. Si vous regardez ceux qui financent le plus la technologie en Afrique, ça vient du secteur privé. IDRC Canada, CEDA, etc. Nous avons mis en place un projet très important. Il s'agit d'améliorer notre compréhension du déploiement et de la mise à l'échelle de l'IA. Le temps est limité, donc je voudrais me concentrer sur les innovateurs africains qui peuvent avoir un rôle dans la formulation de politiques. L'Afrique a les capacités. En termes de capacités, c'est simple, nous les avons pour utiliser l'IA. Mais la question est la suivante. Quelle est la trajectoire qui nous permettra d'y arriver? Et je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai remarqué dans le contexte actuel. Si on examine sous un jour critique l'IA, on voit qu'il y a eu mise sur la touche de l'aspect humain. On élabore un robot, ce robot fonctionne et le robot peut transformer les sols. On peut voir qu'au cours de ce processus, il y a une perturbation, il n'y a plus d'être humain dans le cycle. Et si on a ces systèmes génératifs avec l'intelligence artificielle, on supprime des emplois et on a peur d'adopter une telle intelligence artificielle, car si on met en œuvre tous ces robots, alors les agriculteurs sont privés d'emplois, notamment des travaux manuels. Alors notre réseau et ses partenaires examinent des voies axées sur l'Afrique, en commençant par une vision d'avenir. Il faut comprendre que nous sommes une communauté diverse et en tant que telle, il faut prise en compte de l'égalité homme-femme. Il faut des principes d'égalité et d'équité et cela doit permettre d'élaborer les voies vers le développement. Il faut donc parler d'inclusion. Nous savons que 60 à 70% des personnes qui produisent des aliments en Afrique, eh bien, ce sont des personnes rurales et pauvres, et pourtant ce sont ces personnes qui nourrissent l'Afrique. Lorsqu'on parle d'adoption de technologies, notamment les femmes y sont perdantes lorsqu'il y a des technologies nouvelles. Le taux d'adoption par les femmes est très faible. Il faut donc penser à une voie à suivre pour l'adoption, le déploiement et l'expansion. Et cette vision d'avenir fait que nous devons assurer des partenariats équitables pour les bénéficiaires de notre action, de nos subventions. Il faut mettre en place des partenariats, c'est cela qui fonctionne pour le développement. Je vous ramène un peu en arrière avec l'IoT. C'est proche de l'intelligence artificielle. On est passé de l'IoT à l'intelligence artificielle.
Est-ce que l'Afrique a adopté le système IoT? On voit qu'il y a encore un fossé entre les générations. Si l'Afrique utilise les capacités de l'IoT, on voit qu'il y a beaucoup d'avantages, notamment pour l'adaptation au changement climatique, car il y a des systèmes de l'Internet des objets qu'on peut utiliser pour détecter les températures, les changements d'humidité, et cela permet des analyses productives. Lorsqu'on adopte maintenant l'intelligence artificielle, après l'Internet des objets, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exclusion. Il faut un développement inclusif et donc nous devons former les bénéficiaires de nos subventions pour différents aspects de l'IA responsable. Même pour le développement, au cours de nos discussions, on n'a pas toujours examiné l'impact environnemental de la mise au point de modèles pour l'exploitation des sols. Si on va dans certains endroits, notamment avec les crypto-monnaies, on voit qu'il y a des systèmes qui fonctionnent 24 heures sur 24. D'où viennent les ressources nécessaires? Est-ce que c'est respectueux de l'environnement? Et donc, il y a aussi l'impact environnemental de l'adoption de ces technologies. Comment renforcer les capacités africaines dans ces domaines? Il faut comprendre que pour ce qui est de la voie vers l'IA responsable, nous devons comprendre notre empreinte carbone. Nous ne devons pas détruire l'environnement. Il faut donc former les bénéficiaires de nos subventions pour voir comment il convient de définir l'empreinte carbone tout en développant, mettant au point ces modèles. On les forme également sur la façon de recueillir des données de façon responsable. Et donc, nous avons plus de 20 000 ensembles de données actuellement sur les plans et les produits agricoles qui sont disponibles, mais ça rejoint ce que disait mon ami de l'université Strathmore. Et si cela devient ouvert et libre, qui en profite? Qu'en est-il de la propriété intellectuelle de ces ensembles de données? Et donc, on se souvient qu'auparavant, il y avait les droits de propriété intellectuelle. Il y a eu des débats à ce sujet. Il faut comprendre cet aspect des choses. Lorsqu'il y a un renforcement des capacités permettant le développement, on a un projet, par exemple, au Kenya, où nous avons un système qui peut être utilisé pour déceler l'arrivée de mouches blanches. Au Nigeria, on a un projet unique en son genre. Nous avons en temps réel une surveillance des plantes, les plantes framboises. Le système saisit les données, les analyse et on peut informer les agriculteurs que tel ou tel plant est sain ou malsain ou atteint d'une maladie. La disponibilité des données, c'est une question très importante et je voudrais résumer. Je dirais que dans l'ensemble, les Africains peuvent réussir. Et la question, c'est est-ce qu'on peut renforcer les capacités des Africains? Est-ce qu'on peut élaborer les politiques, les règlements qui mettent en place un environnement propice? Est-ce qu'on peut avoir une détermination pour se concentrer sur les pauvres ruraux pour que les aliments soient disponibles pour créer davantage d'emplois grâce à l'intelligence artificielle? Oui, l'IA peut créer davantage d'emplois. Il ne faut pas penser que c'est une source de perturbation. L'IA doit nous aider, nous soutenir avec le bon environnement politique, avec les bonnes capacités, s'agissant de comprendre l'IA responsable, les pratiques et les principes de l'IA responsable, on peut réussir. Je pense que l'Afrique peut y parvenir. Nous devrons avoir une réflexion interne et regrouper nos ressources et il ne faut pas se disperser dans nos efforts. Merci. Je vous remercie. C'était une intervention très intéressante. Vous nous avez parlé du travail du réseau africain d'études sur les politiques technologiques ATPS sur le terrain. Nous avons entendu un appel pour qu'il y ait des initiatives axées sur l'Afrique et pour qu'on agisse avec détermination, s'agissant des mesures qu'on prend. Nous avons quelques questions qui ont été posées. Je crois qu'il nous reste une vingtaine de minutes, peut-être un peu moins, avant la fin du webinaire. Et donc, je vais demander aux différents intervenants de répondre aux questions qui ont été posées. La première question, c'est pourquoi les institutions gouvernementales en Afrique ne financent pas les travaux de recherche en Afrique pour promouvoir l'intelligence artificielle? Joël ou Melissa pourraient répondre à cette question.
s'il le souhaite, ou n'importe quel intervenant. La deuxième question, c'est lorsqu'on travaille avec les politiques pour promouvoir le développement, ça peut être difficile. Le secteur privé doit être un moteur de l'action et on pourrait nous dire pourquoi. Pour le secteur privé, il y a un représentant du secteur privé qui travaille avec des gouvernements. Il pourrait nous faire part de ses réflexions à ce sujet. Nous avons une autre question concernant l'IA et les pertes d'emploi. Il est prévu apparemment que l'IA va supprimer certains emplois. Est-ce que vous avez des idées, des réflexions à ce sujet? Est-ce que cela est prévisible ou pas? N'importe quel intervenant peut répondre à cette question-là. Je m'en tiendrai là. Professeur Basma, vous pouvez répondre à une ou plusieurs questions. Une intervention d'1 minute? Oui, alors au sujet de la première question, pourquoi les gouvernements africains n'appuient pas la recherche scientifique? C'est une question de priorité à mon avis. Et franchement, cela est très important, il faut le dire. Et il faut voir comment on planifie les priorités au sein des gouvernements. Cela ne correspond pas aux besoins et aux attentes. Cela ne correspond pas aux aspirations des populations africaines. C'est peut-être la cartographie qui est nécessaire, c'est-à-dire établir une correspondance entre les attentes, les ambitions, les aspirations des populations africaines, notamment les jeunes Africains, et les priorités, les mesures, les programmes mis en œuvre par les gouvernements. Merci. Mélissa? Oui, je vous donne la parole. Je suis d'accord, c'est une question de priorité. Nous devons comprendre que les problèmes existants avant l'IA continuent d'exister, on continue de s'y attaquer et l'IA, c'est un outil qui pourrait favoriser les mesures. Les gouvernements essayent de faire du rattrapage pour l'utilisation de cet outil. Mais les gouvernements n'agissent pas comme le secteur privé. Il faut des politiques et des stratégies permettant de financer les initiatives en matière d'IA. Et sur le continent africain, il y a très peu de pays qui ont des stratégies en matière d'intelligence artificielle, notamment les politiques pouvant être mises en œuvre. Si on pense aux stratégies nationales sur l'IA, cela nécessite des ressources financières et les gouvernements peuvent jouer un rôle actif. Mais plusieurs gouvernements font des progrès pour établir des partenariats. Et donc, si on approfondit un peu la question, on voit que des mesures commencent d'être prises. Je vous remercie. Excellence, vous souhaitez prendre la parole? Vous pouvez nous présenter des réflexions sur l'une quelconque des questions posées? Oui, pourriez-vous répéter la question sur le secteur privé? Oui, la question est la suivante. Il est difficile de travailler avec les politiques parfois pour obtenir des résultats concrets. Le secteur privé pourtant devrait être le moteur. C'est tout à fait vrai, mais je pourrais présenter une suggestion. L'ONU devrait établir des partenariats avec le secteur privé. Je vais vous donner un exemple très simple. J'essaie de créer une île artificielle, une petite île artificielle où on s'occuperait de l'IA et autres technologies favorables pour le continent africain. Nous avons besoin de partenariats avec Google et autres grandes entreprises, Amazon, etc. Si on avait un mouvement, une initiative de la part de l'ONU indiquant que l'ONU approuve ce projet, ou si on dit qu'on va travailler sur de nouvelles capitales intelligentes, cela est d'actualité. Le gouvernement du Gabon a décidé de construire une nouvelle capitale et j'ai été invité à présenter une proposition à ce sujet.
Une nouvelle capitale intelligente, c'est quelque chose d'immense, car à ce moment-là, on construit une ville axée sur l'avenir. Et on ne peut pas faire cavalier seul. J'ai des collaborateurs qui peuvent établir les plans, etc. Mais nous avons besoin d'apports, de contributions comme la vôtre, indiquant nous approuvons cela ou nous souhaitons participer à ce projet. Et vous continuez de faire ce que vous faites actuellement. Vous regroupez des sources d'intelligence pour éclairer ces villes nouvelles, hein, qu'on le veuille ou non. Toutes les capitales en Afrique vont voir un doublement de leur taille au cours des 25 prochaines années. Le chaos de Kinshasa, on le connaît bien et nous travaillons pour élaborer une nouvelle Kinshasa, une ville intelligente. Mais si l'ONU pouvait établir un partenariat avec le secteur privé, alors on pourra être pris plus au sérieux par les gouvernements. C'est ce type de partenariat que nous souhaitons. J'ajouterai simplement Je vous inviterai à organiser les états généraux de l'éducation à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est fondamental. Si vous ne le faites pas, nous allons perdre 30, 40 ans derrière. Mais c'est à vous de le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Organiser aujourd'hui les états généraux de l'éducation. Parce qu'encore une fois, j'ai un ami qui disait, pourquoi avoir le baccalauréat à 17 ans? C'est une question importante. Peut-être qu'il faut maintenant l'avoir à 12 ans, à cause justement de l'intelligence artificielle. Pourquoi perdre encore 5 ans sur les bancs de l'école quand on peut être productif? C'est les vrais débats. C'est les vrais débats et nous vous invitons encore une fois à réfléchir là-dessus, sur les états généraux de l'éducation à l'heure de l'intelligence artificielle. Tout un débat, mon cher Mokhtar. Très bien. Merci beaucoup, Excellence. Thank you so much. Let me come. Yes. merci beaucoup. Puis-je intervenir? Oui, 1 minute, monsieur. Oui, 1 minute seulement. Merci beaucoup. Pour la première question, lorsqu'on dit que les gouvernements ne souhaitent pas investir dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle, nous avons eu beaucoup de faits nouveaux après la Covid et maintenant de nombreux gouvernements commencent à investir dans l'intelligence artificielle. Il y a de nombreux incubateurs, de nombreuses ressources pour les démarrages d'entreprises. Des mesures ont été adoptées dans différents pays. Plusieurs gouvernements maintenant sont prêts à investir dans l'IA. Ce qu'a dit M. Gouyabi est très important. Nous devons repenser la façon d'organiser l'éducation dans l'ensemble de l'Afrique et à la Commission économique pour l'Afrique. Il y aura une réunion le 19 février sur la façon d'utiliser les technologies et l'innovation pour améliorer l'éducation en Afrique. Je suis tout à fait d'accord avec M. Goudiaby. On peut voir les possibilités qui existent pour organiser des états généraux, comme il les a appelés. Nous devons obtenir la participation du secteur privé et la Commission économique pour l'Afrique travaille déjà avec le secteur privé. On essaye aussi d'obtenir la participation des gouvernements. C'est un projet très important. On doit travailler avec le gouvernement pour favoriser un tel projet. Je remercie M. Goudiaby de ses interventions et nous allons voir comment on peut bien organiser ce projet très important pour l'avenir de l'Afrique. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les différents intervenants. Professeur Zakaria, oui. L'intelligence artificielle n'est pas un choix, c'est une nécessité impérieuse. C'est un changement irréversible, c'est clair. Je dis tout simplement, il faut l'accompagner de garde-fous en termes de prévention, en termes d'accompagnement et en termes de correction. Ne pas oublier les dimensions humaines et sociétales, au-delà du technique, au-delà du commerce, etc. Et je crois qu'il faut démocratiser, comme au départ, il y avait la téléphonie mobile qui était accaparée par une minorité. Après, ça s'est généralisé. Il faut donc qu'il y ait véritablement une appropriation de ces technologies par la jeunesse notamment. Et ne pas oublier les travaux en termes d'éthique. Je pense que l'UNESCO avait, il y a quelques années, lancé des initiatives pareilles. Et enfin, plaidoyer pour un ordre mondial juste et équitable en la matière.
Voilà, les enfants qui arrivent, qui rentrent. Ok, merci beaucoup, Prof. Thank you. So I would like also to Je vous invite remercie. J'aimerais donner la parole à David, from the permanent representative of Nigeria to the UN. Sir, représentant permanent du Nigeria auprès de l'ONU. I don't En know 2 what you minutes, touch on, but if you could also je ne touch sais pas quelles questions vous souhaitez évoquer, mais vous pourriez parler des emplois ou encore la coordination qu'il faut mettre en place, car il y a beaucoup de questions qui tournent autour de l'intelligence artificielle en Afrique. Nous aimerions vous donner la parole, entendre vos points de vue et au cours d'une intervention de 2 minutes. Merci beaucoup. Je sais qu'il nous reste très peu de temps. Je voudrais exprimer ma gratitude aux intervenants qui ont fait des exposés très intéressants. On ne saurait trop souligner l'importance de l'IA et vous avez souhaité que je parle de la coordination. Au sud du Sahara, je dirais que le Nigeria est très attaché à la coordination, notamment pour l'intelligence artificielle. Nous avons fait des progrès notables, notamment dans le secteur bancaire, où nous avons un numéro de vérification bancaire pour vérifier les différentes activités. Nous avons une collaboration avec les organismes de sécurité concernant les documents de voyage internationaux, où il y a eu des progrès notables pour améliorer la sécurité sur le continent africain. Un intervenant a mentionné les ressources financières, cela est crucial. Et bien sûr, l'énergie est une condition préalable pour la viabilité de l'IA, notamment en Afrique, notamment dans les régions rurales. Car si on n'a pas de ressources financières, les personnes en milieu rural n'auront pas accès à tous les appareils nécessaires pour l'intelligence artificielle. Un intervenant a mentionné les impératifs et exigences. On essaye de créer un environnement propice pour la société civile pour qu'elle puisse s'épanouir. Une plateforme est utilisée par une fondation pour l'environnement et on essaye de renforcer les moyens d'action des jeunes Nigérians en renforçant leurs aptitudes et en leur fournissant les moyens de réduire les inégalités et d'améliorer l'éducation. Je sais que vous n'avez plus beaucoup de temps. J'aurais aimé vous présenter en 1 minute les mesures que nous avons prises pour l'intelligence artificielle. Nous avons une population de plus de 200 millions d'habitants et l'IA dans notre partie du monde sera très utile à l'avenir. Le Nigeria, l'Afrique au sud du Sahara mettent tout en œuvre pour atteindre cet objectif. En 60 secondes, j'aimerais que la Fondation présente quelques initiatives et quelques partenariats également mis en place. Il y a une personne en ligne. Vous pourriez ouvrir son micro. Je vous invite à l'ajouter à la liste des intervenants. Il est en ligne. Si l'animateur peut ouvrir le micro pour le nouvel intervenant qui est en ligne, on pourrait entendre une intervention d'1 minute. Merci beaucoup. Vous avez la parole pour une intervention d'1 minute. Merci, monsieur l'animateur. J'espère que vous pouvez m'entendre. Le son est très mauvais. J'aimerais présenter un message et répondre aux questions posées. Notre fondation le son ne permet pas une interprétation correcte de l'intervenant.
Ce que nous avons fait, on a fait en sorte que les jeunes soient formés. On a mis en place une formation des jeunes pour l'intelligence artificielle. Le son ne permet pas une interprétation de l'intervenant. There is no power, and this has limited the ability of the foundation significantly for what it's been doing in the last 2 years. And that is why when La qualité du son est très mauvaise et ne permet pas d'interpréter l'intervenant. what we've been doing, and also partner with people that are already in this space on how we can advance AI. Nous avons un partenariat avec des entreprises pour promouvoir l'IA. On obtient de très bons résultats, notamment nous essayons de travailler dans les régions rurales. Monsieur Warno, si vous avez un site web, vous pouvez mettre le lien dans le chat de la plateforme Zoom et ainsi les organisateurs pourront prendre contact avec vous pour d'autres discussions, les webinaires futurs et ainsi on pourra mieux comprendre votre action. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je remercie les intervenants, je les remercie sincèrement de leurs idées, de leur temps, de leur patience. Merci d'avoir présenté toutes ces initiatives. De nombreuses questions ont été posées dans la fonction chat de la plateforme Zoom. On n'a pas pu répondre à toutes les questions posées, mais si nous avons des adresses de courriel, nous essaierons de répondre aux questions posées dans le chat. Et nous ferons tout notre possible pour répondre aux questions posées. Et à ce stade, j'aimerais donner la parole à Jainaba, qui va faire une sorte de résumé du webinaire et qui va nous parler des étapes suivantes après la tenue de ce webinaire. Jainaba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Barassou Diawara, d'avoir animé le débat. Excellence. Nous comprenons bien ce qui a été dit lorsqu'on parle de pragmatisme, lorsqu'on parle d'un rôle plus important pour le secteur privé. Monsieur Goudiaby l'a dit, c'est ce qu'a dit aussi le secrétaire général, c'est ce qu'a dit Monsieur Jean-Paul Adam lorsqu'il a dit qu'on ne peut pas se contenter du statu quo. Il faut une véritable transformation. Nous avons entendu parler d'innovation très astucieuse. C'est un excellent exemple pour l'Afrique. Et ainsi, cela va favoriser le développement dans toute la région, avec notamment les échanges entre régions. D'être venu et pour les pertinentes discussions ici. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous lorsque vous parlez de la vulgarisation et la démystification de l'artificial intelligence and also to close the digital gap. That is very important to reduce. Et il faut réduire la fracture numérique, c'est très important pour assurer le développement. On a parlé aussi de l'importance des investissements. Merci d'avoir participé au webinaire, car les ressources présentées ont été très intéressantes. Il y a un immense capital que représente la population des jeunes en Afrique. Il faut exploiter ce potentiel, mettre en valeur ces ressources humaines pour obtenir le dividende de la jeunesse. Je suis d'accord aussi avec l'intervenant qui a parlé du renforcement des capacités. À l'ONU, nous souhaitons aller de l'avant, nous souhaitons progresser pour ce qui est du respect des droits humains, éviter les violations, les partis pris, et il ne faut pas aggraver les vulnérabilités. Nous avons bien compris cela. Et pour ce qui est du réseau africain d'études sur les politiques technologiques, on a insisté sur les partenariats. C'est un objectif de développement durable. Sans les partenariats, il n'y aura pas de résultats fructueux. Il est très important
important que les initiatives en matière d'IA soient axées sur l'Afrique. Cela est un élément clé. Il faut que le développement de l'Afrique soit au premier plan, qu'on ne se contente pas du statu quo où tout se passe en dehors du continent et l'Afrique aura toujours du retard. Je remercie beaucoup Madame Melissa Omino qui a insisté sur les données, les compétences, les aptitudes, car sans cela, on ne pourra pas avoir une IA bénéfique pour l'Afrique. Ça a été un webinaire remarquable qui est venu à point nommé. Je remercie tous les intervenants et participants. Les débats ont été fructueux, source d'inspiration, et cela nous prépare la voie à suivre. Les États membres à l'ONU s'intéressent à cette question. Il y a d'autres parties prenantes également et les discussions d'aujourd'hui vont aider toutes les parties prenantes à préparer l'avenir. L'ONU œuvre en vue du sommet de l'avenir qui aura lieu plus tard cette année. Les recommandations de politique générale présentées aujourd'hui vont alimenter ce processus, vont alimenter aussi le forum politique de haut niveau et vont enrichir les travaux d'autres organes, notamment le Conseil économique et social. Cela va également enrichir les délibérations à l'Assemblée générale, s'agissant notamment du développement de l'Afrique. Donc, ça a été un webinaire passionnant. Il y a eu des initiatives pionnières qui ont été présentées et tous les intervenants ont eu des interventions judicieuses, notamment les mesures qui ont déjà été prises. Et je suis heureuse d'avoir vu un grand nombre de matérialisations. De nombreux intervenants ont demandé que l'ONU soit un partenaire. C'est notre raison d'être. Nous souhaitons promouvoir les partenariats, notamment au titre de l'ODD 17. Le secteur privé peut assurer la mise en œuvre de même que les gouvernements. Suite aux impulsions données par l'ONU, nous souhaitons travailler avec vous, voir quels sont vos besoins et ainsi nous pouvons tous avancer dans la même direction. Nous n'allons laisser personne de côté, aucune femme, aucun enfant ne sera laissé de côté, aucune personne vulnérable ne sera laissée de côté. D'ici à 2030, les vulnérabilités devraient appartenir à l'histoire, être reléguées dans les archives. Tout un chacun doit participer au développement durable, dans la sécurité. Les objectifs de développement durable doivent être réalisés en Afrique et avec l'appui de toutes les parties prenantes, nous sommes convaincus que ce sera le cas. Nous allons publier un rapport avec un résumé des recommandations et cela va éclairer les débats politiques de haut niveau. Les examens nationaux volontaires seront présentés au forum politique de haut niveau. Cela va enrichir les débats à l'Assemblée générale et aussi les travaux du forum de la jeunesse du Conseil économique et social. Nous allons favoriser la matérialisation des idées présentées et nous nous réjouissons que les intervenants aient pu participer au webinaire où qu'ils se trouvent dans le monde. Merci à tous les participants qui nous ont rejoints sur la plateforme du webinaire. Je veux redonner la parole à l'animateur et ensuite il va donner la parole à M. Jean-Paul Adam. C'est tout à fait enthousiasmant d'entendre ces discussions. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant redonner la parole à son Excellence Jean-Paul Adam pour l'intervention de clôture. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Barassou. Je remercie nos intervenants. Vous avez évoqué également du côté des participants, des choses très intéressantes dans la discussion. Vous avez bien résumé les éléments clés, donc je ne vais pas repasser tout cela en revue, mais je vais tout de même évoquer quelques domaines qui seront invités à alimenter notre réflexion à l'avenir. D'abord, il y a dans ce webinaire un groupe de personnes tout à fait intéressées par ce sujet et un réseau de think tanks. Donc nous invitons tous les intellectuels, tous les universitaires à participer. Et puis vous verrez dans la discussion le rapport intérimaire du secrétaire général. Les États, la société civile, les universitaires, le secteur privé peuvent tous contribuer aux résultats de ce rapport
qui cherchent à trouver l'équilibre entre risques et opportunités, comprendre les relations des cadres politiques, ainsi que leur capacité à faciliter l'intelligence artificielle. Mais comme toute organisation, l'ONU n'est qu'une collection d'États, et donc il incombe à tout le monde de contribuer aux éléments de ce rapport. J'évoquerai d'autres points transversaux. D'abord, il est indispensable de reconnaître le rôle du secteur privé, puis le rôle des jeunes. Certains ont évoqué les questions démographiques. Il y a aussi les pertes d'emplois déclenchées par l'intelligence artificielle. Le défi principal en Afrique actuellement, ce n'est pas tellement le risque de perte d'emploi, mais plutôt la création d'emplois. Il faut se demander comment créer de l'emploi et voir comment l'IA peut changer notre modèle économique, créer les emplois de demain. Je vais vous donner un exemple. Il y a un pays dont je ne dirai pas le nom, qui dérive 90% de ses recettes de l'exportation des hydrocarbures, qui représente toutefois moins d'1% de l'emploi dans le pays. Et ça, c'est la difficulté. Ce qui rapporte aujourd'hui ne crée pas les emplois de demain. Même chose pour l'intelligence artificielle, sans orientation, sans cadrage. Ce qui va créer des emplois, c'est l'énergie, l'alimentation, l'agriculture. On s'inquiète également du fait que l'intelligence artificielle est intensive en énergie, mais comme on l'a entendu, notre continent est intensif en énergie. Les énergies renouvelables sont sans cesse plus efficaces et moins coûteuses. Et donc à l'avenir, il faudra exploiter ces technologies pour décarboner notre réseau électrique. En conclusion, nous avons besoin de cadres politiques forts, d'un environnement favorable, et il faut voir activement d'où va venir la croissance qui permettra l'atteinte des ODD. Nous ne sommes pas encore sur cette trajectoire. Nous avons l'occasion de façonner notre avenir. Merci beaucoup. À tous ceux qui ont contribué et surtout aussi à notre modérateur. Barassou, merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup, Excellence. Merci à tout le monde, à tous les panélistes, aux participants. Je rappelle encore que ce webinaire a été organisé par UN-OSA, l'ACBF, avec le soutien de think tanks comme ATPS, le CAPEC en Côte d'Ivoire et ACOD. Donc, nous vous remercions infiniment. Voilà, ceci met fin à ce webinaire d'aujourd'hui. Passez une excellente journée et une très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. À vous.